Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule narrée intitulée Les meilleures pratiques à utiliser en ergothérapie chez les personnes ayant un trouble neurocognitif et souffrant de dysphagie. Voici le plan de la présentation et le titre de notre article Using Space Retrieval with External Aids to Improve Use of Compensatory Strategies During Eating for Persons with Dementia. L'objectif de cette capsule narrée est de vous présenter les meilleures pratiques en ergothérapie afin d'améliorer la sécurité lors de l'alimentation chez les personnes présentant des troubles neurocognitifs avec dysphagie. En effet, la dysphagie est présente chez 50% des personnes ayant un trouble neurocognitif. L'enseignement des méthodes de traitement utilisées pour améliorer la dysphagie chez cette clientèle s'avère souvent inefficace. Les traitements utilisés chez différentes clientèles s'avèrent problématiques aussi chez cette clientèle, considérant leurs difficultés de compréhension et d'apprentissage de stratégies compensatoires causées par une diminution des fonctions cognitives. Deux techniques se sont avérées efficaces auprès de la clientèle présentant des troubles neurocognitifs pour améliorer différents comportements, soit l'utilisation d'un aide-mémoire externe et la méthode de récupération espacée. Cette deuxième méthode est une stratégie d'entraînement à la mémorisation qui consiste à répéter verbalement la réponse à une question précise sur des intervalles de temps croissants. L'avantage de cette méthode est qu'elle utilise des fonctions de mémoire implicites qui sont généralement conservées chez une clientèle souffrant de troubles neurocognitifs. Toutefois, ces stratégies ont été peu utilisées pour l'apprentissage de comportements sécuritaires liés à l'alimentation. Des études démontrent l'efficacité de la méthode de récupération espacée combinée avec un aide-mémoire externe ou avec des activités de type Montessori. L'objectif de cette étude était donc de déterminer si la méthode de récupération espacée, combinée avec un aide-mémoire externe, est une méthode efficace et sécuritaire pour des personnes ayant des troubles neurocognitifs. Seules 5 personnes ont complété officiellement l'étude. 12 critères d'inclusion devaient être respectés. Les critères les plus saillants étaient d'avoir un diagnostic de trouble neurocognitif ainsi qu'une dysphagie confirmée, ne pas avoir de stratégie compensatoire connue et mise en place. Les participants devaient avoir entre 65 et 99 ans et ils devaient présenter une capacité de lecture à 90%. Le seul critère d'exclusion était les troubles mentaux. La méthodologie de cette étude se divisait en 4 grandes étapes. La première étape, soit la rencontre pré-évaluation, consiste en une rencontre où les participants étaient évalués à propos de leur capacité de lecture, ce qui permettrait de construire le support visuel, et de confirmer le diagnostic de dysphagie des patients. Puis, une analyse de repas a été réalisée pour déterminer les stratégies efficaces pour chaque participant, pour déterminer si d'autres stratégies pouvaient être ajoutées, et pour confirmer que le participant avait les capacités physiques pour effectuer ces stratégies. 2 à 3 stratégies étaient choisies pour chaque participant en s'assurant que celles-ci étaient simples à comprendre et qu'elles avaient démontré leur efficacité. Chaque participant avait son propre carton de stratégie où il était inscrit dans le haut « I eat and drink safely ». Puis, sous cette phrase, étaient inscrits les comportements de chaque participant. Lors de la pratique de ces comportements, un seul était visible à la fois pour éviter la confusion. Les rencontres avaient lieu en présence de l'observateur dans un environnement calme où toutes les distractions étaient éliminées. Si possible, les rencontres avaient lieu lors du même repas chaque jour, duraient de 30 à 45 minutes et se répétaient 5 fois par semaine. Chaque rencontre était enregistrée et filmée. Avant la session baseline, l'évaluateur enseigne à chaque participant les stratégies compensatoires de manière séquencée, en leur expliquant comment les réaliser avec des démonstrations. Les participants devaient réaliser ces stratégies en débutant par une imitation du comportement, puis en faisant le comportement de manière indépendante à 3 reprises avant de commencer le baseline. Celui-ci débutait officiellement avec la consigne suivante. Show me how to eat and or drink safely. Le participant avait alors 1 minute pour réaliser les comportements de façon séquentielle. Les comportements étaient jugés adéquats s'ils étaient tous réalisés dans le même ordre, inadéquats ou sans réponse. Aucun indice n'était donné pendant la session de baseline et l'aide visuelle était absent. Après 1 minute, l'évaluateur répétait la phrase « Show me how to eat and or drink safely » et scorait à nouveau les réponses. À chaque visite,
L'évaluateur faisait des sessions de 5 essais avec une pause de 10 minutes entre les sessions jusqu'à une performance stable du participant. Une fois que le participant atteignait une performance stable pour le premier comportement, la phase de traitement pour la première réponse débutait. Les autres comportements prédéterminés continuaient d'être pratiqués dans le baseline. Chaque session d'entraînement commençait par la question « Show me how you ate and or drink safely » afin de savoir si les participants se souvenaient des comportements enseignés. L'aide visuelle montrant seulement la phrase « I eat and drink safely » et la première stratégie était montrée aux participants. L'intervenant demandait alors aux participants ce qu'ils devaient faire après avoir pris une bouchée et le participant devait répondre « I take a drink » et faire le comportement associé. Le protocole de récupération espacée était ensuite utilisé, c'est-à-dire quand le participant donnait une bonne réponse, la même question lui était demandée après un intervalle de temps augmentant entre chaque bonne réponse. Quand la réponse donnée était incorrecte, alors la bonne réponse était rappelée et le temps d'intervalle revenait à l'intervalle précédent. L'intervenant pointait l'aide visuelle pour permettre aux participants d'obtenir une réponse correcte. L'entraînement se poursuivait jusqu'à ce que le comportement soit considéré comme maîtrisé, c'est-à-dire que la réponse soit fournie du premier coup durant 3 sessions consécutives à moins de 24 heures d'intervalle. Lorsque le premier comportement était maîtrisé, l'entraînement se poursuivait avec le deuxième comportement. Quand tous les comportements étaient maîtrisés, une rencontre de suivi avait lieu 1 et 4 semaines plus tard pour vérifier le maintien des acquis. Lors de ces rencontres, les participants se faisaient redemander « Show me how you eat and or drink safely ». Il est attendu du participant qu'il soit capable de répondre et de performer les comportements appris durant le traitement. Si le participant n'était pas en mesure de nommer et de faire le comportement adéquat par lui-même, l'évaluateur le dirigeait vers son aide visuelle et le re-questionnait. Si malgré cette aide, le participant n'y arrivait pas, un indice visuel était donné avec la bonne réponse et le test final était réalisé pour vérifier si le participant était en mesure de réaliser le comportement attendu. Pour ce qui est des résultats de l'étude, ils sont ici représentés sous forme de tableau. En effet, ce qui est important de retenir, c'est que pour chaque comportement, il y a un nombre de sessions d'entraînement requis qui est différent d'un participant à l'autre. Par exemple, ici, pour le participant 2, cela lui a pris 9 sessions avant d'avoir le comportement flexion cervicale prononcée, 4 pour tousser et avaler et 11 pour boire. Il est aussi à noter que le plus grand nombre de sessions est de 25 et le plus petit de 4. Finalement, le participant numéro 4 n'a pas pu terminer l'étude en raison d'une hospitalisation. Pour terminer avec les résultats, tous les participants ont démontré une acquisition des comportements lors des suivis à 1 et 4 semaines, sauf pour le patient numéro 3 qui a fait le suivi 1 semaine seulement, avec l'utilisation d'aide visuelle dans 93% des cas. Comme résultat d'une démonstration réussie de comportement, 4 des 5 participants ont été en mesure de tolérer un niveau de diète amélioré avec l'utilisation d'aide visuelle. Il est aussi important de noter que les résultats présentés dans l'étude ont été vérifiés suite au visionnement de vidéos par un panel de 10 orthophonistes et ceux-ci ont supporté l'idée que les performances étaient améliorées par rapport à celles de base, soit le baseline, et qu'elles étaient aussi plus sécuritaires. Pour ce qui est de la discussion, il est possible que le désir de réaliser les comportements soit relié à la compréhension de l'importance de les réaliser et non seulement à la capacité de les nommer. En effet, certains participants peuvent comprendre le comportement à réaliser, mais ils ne veulent pas le faire devant les autres. Par conséquent, les participants pouvaient changer le comportement par un autre qui était selon eux plus socialement acceptable. Par exemple, le participant ne voulait pas tousser ou se racler la gorge et aurait soupiré à la place. Aussi, les comportements pouvaient être difficiles à réaliser malgré la bonne capacité de les nommer. En effet, le participant 2 devait tousser ou se racler la gorge pour ensuite avaler à sec, ce qui pouvait s'avérer trop difficile pour lui. Ainsi, la capacité des participants à réaliser les comportements a pu affecter les résultats. Pour ce qui est des limites de l'étude, il y en avait quand même plusieurs. Les plus importantes selon nous sont tout d'abord que les résultats n'ont pas été mesurés dans le milieu réel qui est la salle à dîner et peuvent donc être difficilement généralisés. Ensuite, les investigateurs n'ont seulement été témoins que de l'examen radiologique modifié de 2 participants, donc ils n'ont pas confirmé l'efficacité du traitement par imagerie pour tous les participants. Ensuite, le maintien des acquis a été mesuré 4 semaines après les interventions. Il est évident qu'il est important que les acquis se maintiennent pour plus que 4 semaines. Il serait alors pertinent de mesurer combien de temps les participants maintiennent leurs apprentissages.
L'étude comportait tout de même certaines forces. Tout d'abord, elle comportait une méthodologie très rigoureuse. Ensuite, un sujet d'article très intéressant avec la combinaison de la récupération espacée ainsi que de l'aide visuelle. Et finalement, le fait de miser sur les capacités résiduelles et de la mémoire implicite était très pertinent puisque c'est une faculté qui est conservée. La conclusion pour cette étude est que, premièrement, la récupération espacée plus l'utilisation d'aides visuelles s'avère une méthode efficace pour l'enseignement de stratégies compensatoires pour le traitement de la dysphagie. Deuxièmement, la lecture est une habileté conservée plus longtemps chez cette clientèle car elle fait partie de la mémoire procédurale. Donc, entraîner la personne à se référer à son indice visuel permet de miser sur les capacités résiduelles du client afin que la personne conserve ses habiletés de déglutition le plus longtemps possible. L'article imposé propose des stratégies qui démontrent leur efficacité pour améliorer l'alimentation chez les personnes ayant des troubles neurocognitifs avec dysphagie. Puisque les ergothérapeutes sont de plus en plus impliqués dans le milieu et dans cette clientèle, ils seront amenés à appliquer ces stratégies pour optimiser la sécurité de la clientèle lors de l'alimentation. Par contre, ces stratégies devront être facilement généralisables dans les milieux naturels des personnes. Dans cet article, cet élément fait preuve d'une limite importante. Les ergothérapeutes devront donc s'assurer d'utiliser des pratiques applicables dans le contexte de la vie des personnes afin de faciliter l'application de ces stratégies au quotidien. En effet, les ergothérapeutes étant des experts de l'occupation, ils s'intéressent beaucoup à l'environnement et à son impact sur l'occupation. Nous avons donc fait des recherches afin de trouver les meilleures pratiques en matière d'évaluation et d'intervention pour les personnes ayant des troubles neurocognitifs avec dysphagie qui seraient simples et facilement réalisables dans leur environnement quotidien. L'étude suivante s'intéresse à l'efficacité d'une intervention qui focus sur l'environnement, les interactions sociales et les stratégies d'alimentation chez les personnes atteintes d'Alzheimer ayant de la dysphagie. Il s'agit d'une étude qui évalue la capacité à avaler, à se nourrir, la cognition et l'intérêt à s'alimenter avant et après une intervention. Cette intervention simple et rapide était réalisée lors de chaque repas dans le milieu naturel des personnes. Il y avait plusieurs approches utilisées et également plusieurs méthodes d'évaluation. Cette intervention, qui emploie un entraînement à l'alimentation en milieu naturel basé sur l'environnement, la sélection d'ustensiles, la posture, l'assistance individuelle et le soutien psychologique, s'avère un succès chez cette clientèle. En effet, une amélioration au niveau du food intake, des habiletés à s'alimenter et à avaler, des indicateurs nutritionnels et de la compliance à l'alimentation a été observée à la suite de cette intervention. Cela s'avère donc pertinent à utiliser pour les ergothérapeutes qui travaillent avec cette clientèle. Donc, le but de cette étude était vraiment d'évaluer l'efficacité d'un entraînement à l'alimentation en milieu naturel. La revue systématique suivante aborde les difficultés qui sont vécues autour de l'alimentation au-delà de l'acte de manger par les personnes souffrant de troubles neurocognitifs vivant en centre d'hébergement, ce qui nous amène à un inventaire d'interventions possibles en ergothérapie pour pallier aux difficultés liées à l'alimentation. Ces difficultés ici proviennent des fonctions cognitives qui diminuent selon la progression de la maladie, ce qui apporte des apraxies rendant les mouvements utilisés lors de l'alimentation difficiles et des agnosies causant une difficulté à reconnaître les aliments ou les tâches à faire avec ceux-ci. Des difficultés sur le plan physique, environnemental et culturel peuvent aussi compliquer la tâche d'alimentation des personnes souffrant de troubles neurocognitifs. De plus, il est important de garder en mémoire les habitudes alimentaires des personnes avant leur diagnostic, ce qui pourrait faciliter le choix des méthodes à mettre en place pour faciliter l'alimentation. Finalement, cette revue systématique soulève aussi une problématique provenant du roulement du personnel dans les centres d'hébergement, rendant plus difficile l'alimentation des personnes avec troubles neurocognitifs qui ne peuvent se familiariser avec leur aidant. Les principaux messages clés de notre travail sont qu'il s'avère nécessaire pour les ergothérapeutes d'intervenir en utilisant des stratégies qui focusent sur les capacités cognitives pour améliorer la dysphagie, puisque celles-ci sont particulièrement impliquées dans le diagnostic de TNC. Aussi, il serait intéressant d'avoir un document d'enseignement qui aiderait l'équipe de professionnels, par exemple sur les décisions reliées aux aides à l'alimentation, qui pourrait être fait sous forme de protocole établi dans le programme. Et finalement, les indices visuels sont bénéfiques pour les individus avec TNC car cette intervention repose sur des capacités résiduelles. En conclusion, puisque 50% des individus avec un TNC présentent une dysphagie, il apparaît nécessaire que les ergothérapeutes soient impliqués dans l'amélioration de celle-ci au travers d'évaluations et de stratégies d'intervention dans les milieux naturels des clients. En effet, cela permettrait à cette clientèle de généraliser plus facilement les comportements sécuritaires à l'alimentation au quotidien. De plus, étant donné que les causes sont multiples et différentes pour chaque individu présentant un TNC, il est important de considérer la personne dans son entièreté lors de l'évaluation afin de bien orienter les interventions en ergothérapie. C'est ce qui termine notre travail. Merci.